Ce 6 février 2018, le public est venu en masse au tribunal de Chambéry. Car l'affaire que s'apprête à juger la cour d'assises n'est pas banale. Voici José Evangelista. Cet ancien conseiller municipal est accusé d'avoir tué l'amant de sa femme, Jean-Luc Thiébaut. Un crime qu'il a toujours contesté avec force. Il arrive devant la cour d'assises en niant catégoriquement les faits. Et en fait, je n'ai rien à voir avec cette histoire. José Evangelista est d'autant plus crédible dans ses dénégations que son épouse Fabienne le soutient envers et contre tout. Elle l'affirme, elle n'a jamais trompé son mari. Je crois mon mari innocent. Je l'affirme, j'ai dit que José était incapable de faire ça. On est tombés des nues. Elle nous dit « Ah ben non, je suis pas la maîtresse de Monsieur Thiébaut Jean-Luc. Pas du tout, j'ai jamais été la maîtresse. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis sidérée. » Alors, qui dit vrai? Et pourquoi Jean-Luc Thiébaut aurait-il été sauvagement assassiné? C'est un vaudeville sentimental à peine croyable que nous allons vous raconter ce soir. L'histoire de deux amis éperdument amoureux de la même femme. Jean-Luc m'a regardé en face et il m'a dit « Voilà, j'ai couché avec Fabienne. On couche ensemble. » Je le considère comme un ami. Il me disait « Tu me dis pas que tu m'aimes, hein. » Je dis « Je peux pas te le dire parce que je ne t'aime pas. » Il y a eu une histoire entre eux. Elle continue cette relation, et puis elle ne continue pas pendant un mois ou deux. Elle continue pendant 20 ans. José, il menace très clairement de lui faire la peau, de tuer mon père. José, il a peut-être un mobile, mais il n'a pas d'arme. Il n'y a rien dans le dossier qui montre que José est coupable. Rien. Il est jaloux, mais elle continue de jouer avec les deux. Un coup c'est un coup j'aime l'autre. C'est un jeu dangereux, hein. Tout commence le 8 juin 2014 à Béziers, dans le sud de la France. Depuis plus d'une semaine, Patricia tente de joindre son ex-mari et père de ses 3 enfants, Jean-Luc Thiébaut. Seulement l'homme ne décroche pas. Et cela l'inquiète. J'ai fait le numéro, je lui ai dit « Allô ?» J'ai eu le répondeur. Je lui ai dit « Écoute, j'ai dit c'est Patricia, j'ai dit dis au moins si tout va bien. » Et j'ai raccroché et je n'ai pas eu de réponse, jamais. J'ai dit « Tiens, c'est bizarre. » On laisse des messages sur le répondeur parce qu'on ne peut pas accéder directement à Jean-Luc quand on l'appelle. Mais la boîte est pleine. Jean-Luc Thiébaut ne répond pas au téléphone, mais il y a plus troublant encore. Le charpentier, qui vit à plus de 500 km de là, à la Tour en Haute-Savoie, a littéralement abandonné son travail. Et cela ne lui ressemble pas. Il ne va plus à son chantier où il est en train de travailler. On se dit qu'il a pu peut-être partir quelques jours en vacances, mais ça ne lui ressemble pas. Il aurait été parfaitement en état de prendre le téléphone, de décaler ses rendez-vous professionnels, de reporter donc des chantiers. Rien du tout. Jean-Luc est quand même quelqu'un de bosseur qui ne part pas comme ça si un chantier n'est pas fini ou sans rien dire. C'est totalement anormal. Donc il y a forcément quelque chose de grave qui s'est passé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai appelé la gendarmerie. Alertés, les gendarmes se rendent au domicile de Jean-Luc Thiébaut. Et d'emblée, tout porte à croire que le charpentier est bien parti. Jean-Luc n'est pas là. Il manquait un véhicule aussi. Il manquait la BM. Seulement, à y regarder de plus près, il semblerait que Jean-Luc ait quitté son domicile de manière précipitée. Le calendrier est arrêté à la date du 27. Le frigo est plein. Les valises sont là. Il n'y a pas de vêtements qui manquent. Plus intriguant, on trouve une bouteille de vin qui est brisée. Les plats cuisinés qui sont laissés comme tels sur la cuisinière et qui commencent à pourrir. S'il s'était absenté dans des conditions ou des circonstances normales, il aurait nettoyé avant de partir. Alors, Jean-Luc Thiébaut serait-il parti contre son gré?
Une chose est sûre, le soir de sa disparition, alors qu'il était au téléphone, l'homme a reçu une étrange visite. Le 27 au soir, ma tante appelle mon père à 20h22. Et à ce moment-là, elle entend le carillon sonner de la porte d'entrée. Et Jean-Luc lui a dit, bah, écoute, ça sonne, je te laisse, je te rappelle plus tard. À partir de ce moment-là, on n'a plus aucune nouvelle. On s'imagine donc qu'il est en difficulté, qu'il est probablement séquestré. On se pose mille questions, en fait. Et en se disant, mais pourvu qu'il soit vivant, pourvu qu'on le retrouve, pourvu que je le revoie, quoi. Aussitôt, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Elle est confiée à la brigade de recherche de Bonneville, près de Chambéry. Les gendarmes sont perplexes, d'autant que Jean-Luc Thiébaut est une force de la nature qui ne serait pas du genre à se laisser faire. En effet, à 51 ans, grâce à son expérience dans le bâtiment, Jean-Luc Thiébaut s'est forgé un physique et un mental d'acier. Jean-Luc Thiébaut est une montagne de muscles. Hein. Il est charpentier, donc il passe sa vie sur les toits, à porter des choses lourdes, donc il est costaud. Étant lui-même propriétaire d'une Harley Davidson, il fait partie d'un club de bikers. C'est un type solide, c'est un type qui a peur de rien. Il avait un caractère très fort, voilà. Il affrontait tout. Mais derrière cette carrure qui en impose, tous les proches de Jean-Luc décrivent un être sensible et joyeux, une bonne patte, ayant le cœur sur la main. Mon père, c'est quelqu'un de très jovial, de très chaleureux, qui a toujours des petites anecdotes ou des blagues rigolotes donc, à raconter, qui se détend après sa dure journée de travail, hein, en quelques notes au saxo. Il est assez bon vivant. Il aime faire pas mal la fête. Il est assez généreux dans la vie de tous les jours avec tout le monde. C'est un gros nounours, il rend tout le temps service à ses potes, aux membres de sa famille, enfin c'est un gentil. En s'intéressant à sa vie amoureuse, les gendarmes vont découvrir que quelqu'un semblait en vouloir à mort au charpentier. Ce sont ses proches qui le disent. Entendu, l'ex-femme de la victime va faire des révélations fracassantes. Patricia en est persuadée. Il est arrivé quelque chose de grave à Jean-Luc. Et selon elle, c'est l'un de ses amis, un certain José Evangelista, qui l'aurait fait disparaître. Pour moi, c'est José. Je suis persuadée que c'est lui. Moi, je suis sûre. Devant les gendarmes, Patricia raconte une histoire étonnante. Celle d'une rencontre en 1994, 20 ans plus tôt, avec un jeune couple, Fabienne Briffard et José Evangelista. À l'époque, Patricia est mariée à Jean-Luc Thiébaut. Ils ont 3 enfants. On s'est lié d'amitié avec Fabienne et José. Hein. On faisait des repas, ça commençait par un apéro, bon, tiens, mais restez. Jean-Luc Thiébaut, c'est le charpentier, et José, c'est ce gars qui travaille dans les montres en Suisse et qui est entraîneur pour les jeunes dans le club de foot local. José est aussi un élu, il est très actif dans la vie de la commune. C'est vrai que c'est comme ça qu'on se connaît, et c'est vrai qu'on se fréquente, on est amis. Il y a eu des soirées dans le village, donc Fabienne et José ils venaient avec nous, avec moi et Jean-Luc, et on dansait, on s'amusait, voilà. Seulement pendant 1 an, au fil des rencontres, entre Jean-Luc Thiébaut et Fabienne Briffard, se serait dessiné beaucoup plus qu'une simple histoire d'amitié. L'épouse du charpentier va le remarquer. On voyait qu'il était en admiration devant Fabienne. D'ailleurs, quand il en parlait, il la trouvait très belle, intelligente.
Il me dit oui, mais Fabienne, tu as vu comme elle est bien, elle a un bon boulot, elle parle très bien. Pour moi, mon ressenti, Jean-Luc est très amoureux de Fabienne. Elle lui plaisait énormément. Il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose. Je la trouvais quand même provocante et sexy. Moi, en tant que femme, j'observe. Je vois le manège, je vois le rapprochement, je vois les rigolades, se toucher la main sur les épaules, ou elle, une fois, sa main sur son genou. Est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle aguiche? Là, j'ai commencé à prendre les choses beaucoup plus au sérieux, oui. Patricia commence à se poser sévèrement des questions sur son mari et ses soupçons vont se confirmer. Et il est arrivé un jour, on n'était que tous les deux ce jour-là. Il m'a regardé en face et il m'a dit, voilà, j'ai couché avec Fabienne. On couche ensemble. J'étais à table. Voilà, je crois que j'aurais pris une gifle, j'aurais préféré à la limite. Anéantie, Patricia aurait alors décidé de prévenir José Evangelista qui lui aussi ignore que Fabienne le trompe avec Jean-Luc. J'ai dit, écoute, je vais te le dire. Hein. Jean-Luc vient de me dire qu'il avait couché avec ta femme. J'ai dit, couche avec ta femme. Il a eu une réaction, il a dit, mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. J'ai dit, je te dis que oui, il vient de me le dire là. Je te le dis comme il vient de me le dire. José le prend également très mal. Donc, il y a une espèce de confrontation à quatre qui est plutôt tendue, hein, un peu plutôt houleuse. On en a discuté. Fabienne, bien entendu, ah mais je m'excuse, c'est une erreur, j'aurais pas dû faire ça. José lui a dit, voilà, vous avez fait une erreur, j'espère que ça se reproduira pas. Jean-Luc a dit, non, t'inquiète pas. Patricia et José décident de pardonner à leurs conjoints respectifs. Les deux couples vont même continuer à se revoir, comme si de rien n'était. Ils vont rester, pas longtemps, mais ils vont rester amis. La famille Thiebaud sera d'ailleurs présente au mariage de monsieur Martha Evangelista et de son épouse. Et chose incroyable, c'est à cette occasion que Patricia va par hasard comprendre que son mari n'a pas du tout renoncé à Fabienne. Pendant le mariage, il y a l'épisode de la jarretière. Jarretière mise aux enchères, hein, comme un mariage traditionnel, mariage classique. On met 10 €, on met 5 €, allez dans la jarretière. Et c'est à mesure que les enchères montent et celui qui met le plus d'argent récupère cette fameuse jarretière. La jarretière commence et Jean-Luc, mon mari, la voulait à tout prix. Il m'a dit, je veux la jarretière. Je lui ai regardé, je lui ai dit, non mais attends, je lui ai dit, tu te rends compte de ce que tu fais là? Je lui ai dit, c'est le mariage de Fabienne et José. Oh, stop, arrête, ça suffit. Et allez, il dit, je la veux, je l'aurai cette jarretière. Et c'est Jean-Luc qui est allé chercher la jarretière. Et qui lui a levé avec les dents, devant tout le monde. J'étais scandalisée, détruite. Et j'ai très bien compris que ça c'était pas fini. Totalement écœurée, Patricia choisit de se séparer du père de ses enfants. La liaison entre Jean-Luc Thiebaud et Fabienne Evangelista, désormais mariés, aurait pu en rester là. Mais d'après l'entourage de Jean-Luc, elle se serait prolongée au fil des ans, avec des ruptures et des retrouvailles. Jean-Luc n'a jamais cessé d'être en contact avec Fabienne Evangelista. Ils se sont fréquentés, redéfréquentés, ils se sont vus et revus. C'est un peu un amour qui plane sur ces deux personnes. D'ailleurs, pour les proches de Jean-Luc, en 2014, l'année de sa disparition, le charpentier entretenait toujours une liaison illégitime avec Fabienne. On sait donc que Jean-Luc, depuis le début de l'année, entretient à nouveau une relation avec Fabienne Evangelista.
Il l'a présentée à ses enfants. En fait, cette femme occupe une vraie place, a priori, dans la vie de Jean-Luc Thiébaut. Il ne va pas s'en cacher, il va l'exprimer haut et fort. Il envisage de faire venir Fabienne chez lui pour vivre ensemble. Les deux amants ne se cacheraient même plus. Et dans le village de la Tour, la rumeur enfle. Tout le monde ironise sur José Evangelista, le mari trompé. Dans un village petit, tout le monde se connaît, ça parle, ça arrive aux oreilles de José, donc il le sait. Forcément, il n'a pas envie d'être le cocu du village ou que tout le monde se moque de lui. Il a envoyé des messages à mon père. Ce sont des messages d'insultes. Comme quoi que c'est un con, un fils de pute, que c'est un enfoiré. Enfin voilà, des mots très durs. Et forcément, ces derniers temps, le mari trompé semblait bien décidé à en découdre. Il revendique qu'il avait la ferme intention donc de lui faire la peau, de tuer mon père. Alors, José Evangelista aurait-il mis ses menaces à exécution? Aurait-il tué Jean-Luc Thiébaut, celui qui lui aurait volé son épouse? L'hypothèse est séduisante. Mais interrogés par les gendarmes, Fabienne et José Evangelista vont raconter une toute autre histoire. Le 10 juin 2014, à la gendarmerie de Saint-Jouard, les enquêteurs commencent par entendre Fabienne. Selon elle, elle a bien eu une aventure avec le charpentier. Un moment d'égarement, va-t-elle dire. Mais cela s'est passé il y a 20 ans. Pour nous, elle a accepté de raconter sa version des faits. J'ai effectivement une relation avec Jean-Luc une seule fois. Il vient à la maison, se passe ce qui se passe. Et là, effectivement, alors je dis pas que ça a été un viol, hein, c'est pas le cas. Mais il y a eu insistance de la part de Jean-Luc que j'ai une faiblesse, que j'ai pas su, j'ai pas été probablement assez forte pour pouvoir repousser. Et tout de suite, un regret. Le mal était fait, mais sans sentiment. Donc c'était quelque chose de passager, quelque chose de passager. Et ça a été clair et net. Je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, c'est vraiment quelque chose qui ne se reproduira pas. Selon Fabienne, les choses en sont restées là. Mais 20 ans plus tard, début 2014, elle a bien renoué contact avec le charpentier. Cette fois-ci, en toute amitié, dit-elle. Oui, à partir de 2014, il m'envoie quelques SMS, je réponds. On s'est revus, mais j'ai été claire. J'ai été claire en disant, si on se revoit, ça reste dans le domaine de l'amical. Pour moi, c'était une erreur, peut-être pas pour lui, mais voilà, j'ai jamais promis de continuer une relation. Selon Fabienne, Jean-Luc Thiébaut se serait donc pendant des années bercé d'illusions. Fabienne a beaucoup de mal à freiner, à lui faire comprendre qu'elle n'est pas sur ce registre-là. Alors après, qu'il espère, ben, je pouvais malheureusement rien y faire. Il n'a jamais été question qu'on fasse notre vie ensemble. Jamais, jamais, jamais. L'épouse de José est formelle. Son mari n'aurait donc aucune raison de faire du mal à Jean-Luc. Et là, je l'affirme, j'ai dit que José était incapable de faire ça. Interrogé à son tour, à l'instar de sa femme, José Evangelista nie toute implication dans la disparition du charpentier. L'homme raconte qu'il a bien eu connaissance de la liaison entre Jean-Luc et son épouse, mais il aurait passé l'éponge. Voici ce qu'il déclare. Ma femme m'avait dit qu'elle avait fait des trucs avec lui, mais que c'était une erreur. Je lui ai pardonné, estimant qu'on pouvait faire une erreur une fois. Il dit spontanément qu'il est au courant, que c'est une petite incartade. Fabienne lui avait dit que c'était fini. Elle dit qu'il a vraiment confiance en Fabienne et que donc il n'avait aucune raison de tuer Jean-Luc. José Evangelista l'assure,
les menaces de mort contre l'amant de sa femme ne seraient que des paroles en l'air. On s'est fâché avec Jean-Luc. Au mois de mai 2014, ma femme m'a avoué, parce que je lui ai posé la question, qu'elle avait revu Jean-Luc et qu'elle le revoyait depuis février 2014. J'ai gueulé, c'est normal. Je me suis mise en colère. J'ai menacé personne, ni lui, ni ma femme. José, voilà, il parle, mais c'était pas très sérieux. Il explique que finalement, la violence, en somme, ne résout rien, donc ça s'est arrêté là. Et puis il y a un détail qui va semer le doute chez les enquêteurs. Face au charpentier bien bâti, a priori José Evangelista n'aurait jamais pu faire le poids. Physiquement, les deux hommes, c'est David et Goliath. José, c'est un petit bonhomme d'1m60, 70 kilos, pas très musclé. Et en face de lui, Jean-Luc, c'est du roc. C'est une personne qui est costaud. On n'a pas peur, mais je veux dire, on évite un peu de contrarier. On le décrit aussi comme quelqu'un de bagarreur, quelqu'un qu'il vaut mieux pas embêter. C'est son opposé physiquement. José ne peut pas s'en prendre à Jean-Luc Thiébaut. Alors, la thèse d'un crime commis par le mari jaloux est-elle une fausse piste? Les gendarmes se posent des questions. D'autant que selon Fabienne, Jean-Luc n'aurait en réalité pas totalement disparu. En effet, Fabienne Evangelista va montrer aux enquêteurs les messages que le charpentier lui aurait envoyés depuis sa disparition, le 27 mai 2014. J'ai eu des SMS. Donc, non, je ne m'inquiète pas parce que pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ces messages sont du 5 ou du 6 juin, à une période où Jean-Luc était censé avoir déjà disparu depuis le 27 mai. Ces messages signifient que Jean-Luc Thiébaut est vivant. À la lecture de ces SMS, les gendarmes se demandent si Jean-Luc ne serait pas tout simplement parti de son propre gré. On peut imaginer qu'on fait fausse route quand on recherche Jean-Luc. Il a peut-être tout simplement mis les voiles. Un amant, Jean-Luc, qui aurait pris le large. Et un mari, José, au-dessus de tout soupçon, bien incapable de commettre un tel crime. Les gendarmes sont dubitatifs, mais un détail pose question. Car dans les SMS que Jean-Luc envoie, il y a quelque chose qui cloche. Depuis le 27 mai 2014, les proches de Jean-Luc, eux aussi, reçoivent des textos. Mais ces messages censés les rassurer vont avoir l'effet inverse. Habituellement, Jean-Luc, il était plutôt à appeler. Et en fait, à partir du 27, sa communication va être que par texto, ce qui déjà ne lui ressemble pas. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Jean-Luc ne répond pas aux appels téléphoniques? Et pourquoi il répond par texto? Ce n'est pas normal. En plus, la façon d'écrire dans les textos ne ressemble pas à celle de Jean-Luc. Jean-Luc a un problème avec l'orthographe, il fait des fautes d'orthographe. Or, les SMS qui sont envoyés du téléphone de Jean-Luc, il n'y a pas de faute d'orthographe. Pour ses proches, Jean-Luc ne serait peut-être pas l'auteur des messages. Et Vincent, son fils cadet, va d'ailleurs en apporter la preuve indiscutable. Il avait un code avec son papa. Et quand il écrivait chocolat, son père écrivait vanille. Ils avaient ce petit code qui les amusait d'ailleurs. Ça les amusait beaucoup. Vanille, chocolat, des fois au téléphone, ils le disaient même. Pourtant, ils reconnaissaient leur voix, ils disaient « Oh, vanille !» Son père répondait « Chocolat !» Et il envoie un petit texto, il lui marque, je crois, « Coucou, ça va ?» Et à la fin, il lui met « Vanille !» Et on attend la réponse. La réponse, c'est « Oui, ça va !» C'est tout. Il regarde son portable et il me dit « C'est pas papa qui me parle. » Alors là, ça m'a fait un froid. J'ai dit, mince. J'ai dit, là, vraiment, il y a quelque chose qui va pas. Là, pour le coup, c'est pas normal. On se dit, quelqu'un utilise le téléphone de Jean-Luc. C'est clairement pas lui, en fait, avec qui nous échangeons.
La famille de Jean-Luc commence à songer au pire des scénarios. On essaye de nous faire croire à ce moment-là que mon père est toujours en vie. Alors là, on se dit, il s'est vraiment passé quelque chose de grave et on ne reverra pas Jean-Luc. Et malheureusement, la suite de l'enquête va leur donner raison. En effet, le 28 mai 2014, le lendemain de la disparition de Jean-Luc, les gendarmes ont fait une bien étrange découverte sur le parking d'une usine, à seulement 2 km du domicile du charpentier. Les gendarmes avaient été appelés par le gérant de l'usine, qui était intrigué par la présence d'une grosse trace de sang, une grosse mare de sang. Une flaque énorme d'un diamètre de plus de 3 mètres. Ils vont découvrir, en fouillant méticuleusement les lieux, 2 projectiles d'armes à feu, 2 balles. On retrouve également des morceaux de chair. Les gendarmes découvrent une scène de crime. On a quelqu'un qui a été tué sur ce parking. Une scène de crime dans la même commune que Jean-Luc. Forcément, les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de faire le lien avec la disparition du charpentier. Il reste un petit peu de sang sur ces ogives et ce sang va être analysé. On va faire des comparaisons ADN. L'ADN va correspondre à Jean-Luc Thiébaut. On sait que Jean-Luc Thiébaut est mort à ce moment-là. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes vont retrouver la BMW de Jean-Luc, abandonnée près de Genève, en Suisse, à une trentaine de kilomètres de son domicile. On pourra identifier le véhicule grâce à la vignette de l'assurance. Il appartient à Jean-Luc. Cette voiture est dans un parking d'une résidence. Elle n'a plus de plaque. Les clés sont encore sur le contact. Il y a du sang sur les pédales. Du sang dans le coffre. Ce sang est analysé. Il est encore une fois le sang de Jean-Luc Thiébaut. De toute évidence, le charpentier a été assassiné et un premier scénario s'impose. On sait qu'il a été abattu de 2 balles. Ensuite, il a été emmené je ne sais où et on a été cacher sa voiture en Suisse. Mais il n'y a pas de cadavre, le corps a disparu. Aussitôt, les gendarmes annoncent à la famille de Jean-Luc que très vraisemblablement, il aurait été sauvagement exécuté. Ils m'ont dit, écoutez, on ne cherche plus Jean-Luc vivant, on cherche le corps de Jean-Luc. Alors ça m'a fait... là, c'était pareil, j'étais au travail, je me suis assise. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous cherchez un corps? Et ils m'ont dit, mais non, la voiture, je suis désolée, elle est pleine de sang. Pour nous, il s'est passé quelque chose, Jean-Luc est mort. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai bien compris, en effet, qu'il ne fallait plus rechercher mon père, mais rechercher un cadavre. On ne mérite pas de finir comme ça, quoi. Alors quand c'est son frère en plus, c'est insoutenable, quoi. On a juste envie de pleurer le frère ou le père qu'on a perdu, quoi. Donc c'est super compliqué, ouais. Alors, qui a tué Jean-Luc Thiébaut? Et pourquoi? C'est un autre petit détail qui va relancer l'affaire. Car la BMW du charpentier n'a pas été abandonnée n'importe où. Le véhicule de monsieur Thiébaut va donc être découvert en Suisse sur un parking. Et qui travaille en Suisse à 800 mètres de ce parking, c'est monsieur Evangelista. Incroyable, José Evangelista, le mari trompé, aurait-il menti depuis le début?
Une chose est sûre, la coïncidence est troublante et l'homme redevient le suspect numéro 1 des enquêteurs. D'autant qu'en réalité, la relation entre son épouse et Jean-Luc serait beaucoup plus ambiguë que Fabienne a bien voulu le lui dire. Il y a des voisins, des témoins qui ont vu Fabienne venir de façon très discrète au domicile de Jean-Luc, notamment entre midi et 2. Elle continue cette relation, et puis elle ne continue pas pendant 1 mois ou 2, elle continue pendant 20 ans. Fabienne a joué sur les 2 tableaux. Elle continue dans ce petit jeu, dans cette relation, de jouer avec les 2. Un coup c'est un coup j'aime l'autre. C'est un jeu dangereux, hein. Selon les proches de Jean-Luc, la liaison extra-conjugale ne se serait donc jamais arrêtée. L'étau se resserre autour de Fabienne et José Evangelista. L'épouse va devoir s'expliquer. Réentendue par les hommes de la section de recherche, Fabienne va admettre qu'après 20 ans de vie commune, son mariage avec José avait pris du plomb dans l'aile. Effectivement, il y a eu une période dans notre couple avec José qui était un petit peu difficile, hein, 20 ans de mariage, etc. Donc on s'éloigne un petit peu, dans le sens où il est très investi dans sa mission de coach de foot. Donc du coup, il est peu présent à la maison. Et c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à accepter. Se sentant délaissée, Fabienne reconnaît s'être ainsi rapprochée de Jean-Luc. Sans pour autant, dit-elle aujourd'hui, avoir franchi la ligne jaune. Elle est malheureuse dans sa vie de couple. Elle va chercher, oui, un petit peu de bonheur avec Jean-Luc. Je me suis confiée un peu plus à Jean-Luc, dans le sens où je lui disais effectivement, c'est pas toujours facile. C'était plus une épaule, un soutien. Seulement loin d'être dupe, son mari José serait devenu incontrôlable. José va jusqu'à espionner sa femme, il fouille dans son téléphone, il fouille dans son ordinateur, il vérifie ses mails, il vérifie les dossiers, les photos. Il va même jusqu'à fouiller dans la bannette de linge sale pour voir un peu au niveau des dessous de sa femme, voir un petit peu ce qu'il en est. Il me demandait en disant « Est-ce que tu vois Jean-Luc? Est-ce qu'il y a une relation avec Jean-Luc ?» Donc moi, je lui répondais « Non ». C'est une jalousie mal placée puisque y a rien. Fabienne n'en démord pas. Elle n'a jamais été la maîtresse de Jean-Luc. J'y vais pour déjeuner le midi. J'ai jamais passé une nuit là-bas, une soirée là-bas. Beaucoup de personnes ont dit que j'avais une relation qui a duré 20 ans, mais pas du tout. Mais alors, je ne peux pas le jurer sur la tête de mes enfants parce que, voilà, mais vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Seulement, selon l'entourage de Jean-Luc, la relation entre les 2 prétendus amis serait au contraire beaucoup plus intime que Fabienne ne le dit. Elle est en possession des clés du domicile de M. Thiébaut. Jean-Luc a laissé les clés de sa maison à Fabienne et elle peut s'y rendre. Quand elle arrive chez lui, elle a ses petits chaussons. Elle dispose de tout son petit nécessaire de toilette, tels que brosse à dents, donc robe de chambre, chemise de nuit et pantoufles, donc au domicile de mon père. Et puis les proches de Jean-Luc vont raconter une scène hallucinante aux gendarmes. 1 mois avant la disparition du charpentier, José, le mari, aurait pris les 2 amants en flagrant délit. Le week-end du 1er mai, il y a de l'eau dans le gaz entre Fabienne et José. Donc Fabienne décide de partir passer son week-end dans le sud pour souffler un peu, pour respirer. Elle va dans le sud et Jean-Luc la rejoint. Le problème, c'est qu'en réalité, José veut faire une surprise. Il va aller lui aussi dans le sud. Donc il prend sa voiture et il descend rejoindre Fabienne.
Et lorsqu'il arrive sur place, il découvre que l'amant est là, que Jean-Luc est là. Et quand il est arrivé, José a vu Jean-Luc présent. Il s'est énervé. Il a dit « Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Il a rien à faire ici. Tu m'as pas dit qu'il était là. » Le mari bafoué est sous le choc, mais pour lui, le pire est à venir. Il a demandé à Fabienne, à sa femme, de choisir. Il lui a demandé, écoute, puisque c'est comme ça, ou c'est Jean-Luc qui s'en va, ou c'est moi qui pars. Et Fabienne lui a répondu, Jean-Luc reste, c'est toi qui pars. Alors qu'il est sur le point d'exploser, elle le fout à la porte. Imaginez ce qui a pu se passer dans la tête de José. Il a mis 500 km pour venir voir sa femme. Elle lui dit « Tu peux pas rester, tu dois repartir ». Et il refait les 500 km retour. Et là, c'était la première fois que devant tout le monde, elle tranche en disant « Toi, tu restes et toi, tu pars ». Et elle a choisi l'amant. Elle a choisi Jean-Luc. Humilié et évincé, le mari aurait-il voulu se venger? Quelqu'un qui se prend un missile comme ça, un affront, avec l'amant qui reste et moi je m'en vais, forcément, à sa place, il a dû cogiter et se passer plein de choses dans sa tête. On peut imaginer que c'est le moment de la bascule, hein. C'est le moment où il comprend qu'il a perdu sa femme. Et peut-être que c'est le moment où il décide de donner la mort à Jean-Luc. Confrontée à ce fameux week-end du 1er mai, la mère de famille affirme aux gendarmes qu'elle aurait été victime d'un malheureux quiproquo. Voici comment Fabienne raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Je descends avec mes enfants, Jean-Luc descend de son côté. Il devait descendre dans le midi pour récupérer son fils. Alors il me dit « Ah ben je vous rejoins, pourquoi pas ?» Et là, effectivement, José arrive. Face aux soupçons de son mari jaloux, Fabienne admet qu'elle aurait mal réagi. José m'a demandé de choisir entre lui et Jean-Luc. Et c'est vrai que j'ai répondu Jean-Luc. Je me dis, mais pourquoi il vient? C'est encore de la surveillance, c'est encore plus. Et où est-ce qu'il va s'arrêter? Je me dis, pourquoi? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Est-ce que c'était pour encore plus accentuer la jalousie de José? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'échappe. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment précis, j'ai eu cette réaction. Je ne sais pas. Je pense que j'étais en colère contre José. Mais pourquoi avoir... Je n'ai pas d'explication. Est-ce que la colère peut pousser à ça? Je lui ai toujours dit que je regrettais sincèrement ce qui s'était passé et que c'était lui avec qui j'ai envisagé de poursuivre ma vie, que je l'aimais parce que c'est le cas, et que j'avais pas de sentiment pour Jean-Luc. Donc il m'a dit, écoute, on est mariés pour le meilleur et pour le pire, et donc il n'y a pas de raison que ça reparte pas. Seulement voilà, pour les enquêteurs, l'histoire que raconte Fabienne ne tiendrait pas la route. On sait qu'on a retrouvé une robe de chambre, des pantoufles qui lui appartenaient au domicile de Jean-Luc et elle est interrogée sur ce point. Devant notre caméra, voici comment Fabienne justifie la présence de ses effets personnels au domicile de Jean-Luc, son amant. Alors, c'était pas mes effets personnels. Je veux dire, c'est pas moi qui avais amené les chaussons. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de quitter ma paire de chaussures quand j'y allais. Et donc, comme c'était du carrelage, Jean-Luc avait acheté une paire de chaussons. Il y avait effectivement aussi une brosse à dents. Parce que j'y déjeunais et que je me brossais les dents après avoir déjeuné. On n'a pas touché chez un ami des chaussons, une robe de chambre et une brosse à dents. Donc forcément, on s'interroge.
Elle vient tous les midis, entre midi et 2. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette femme mariée, au domicile de cet homme qui est mort d'amour pour elle? Qu'est-ce qu'elle vient faire tous les midis chez lui? Vous pouvez m'expliquer ça? De leur côté, les proches de Jean-Luc en sont persuadés. Fabienne minimiserait sa relation extra-conjugale et même, elle tenterait de couvrir son mari. Mais elle prend les gens pour quoi? Pour des imbéciles? Franchement, elle prend les gens pour quoi? Elle s'est rendue compte qu'il était fort possible que ce soit son mari qui l'ait tué. Donc elle se sent coupable. Elle se sent coupable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben non, je ne suis pas la maîtresse de M. Thiébaut Jean-Luc. Pas du tout, j'ai jamais été la maîtresse. Pour les gendarmes, José Evangelista aurait bien un sérieux mobile. Et la suite des investigations va les conforter dans cette idée. En comparant la téléphonie de Jean-Luc Thiébaut depuis le jour de sa disparition à celle de José Evangelista, le résultat est plus que saisissant. Dès le lendemain matin, M. Marta Evangelista quitte le territoire français pour se rendre en Suisse, sur son lieu de travail. Et dans le même espace-temps, le téléphone de M. Thiébaut va également borner en France, puis en Suisse. On a des téléphones qui bornent au même endroit, aux mêmes heures, pendant plus de 10 jours. Et surtout, en perquisitionnant la voiture de José Evangelista, les gendarmes vont trouver une preuve accablante de sa culpabilité. Il y a dans son sac, c'est pas le sac de quelqu'un d'autre, c'est le sien, sur le siège passager, le téléphone de Jean-Luc Thiébaut. Donc là, on découvre en fait que les fameux SMS ont été envoyés par José Evangelista. José a voyagé avec le téléphone de Jean-Luc, s'en est servi pour envoyer des SMS à la famille, à Fabienne. À partir de là, j'ai envie de vous dire que la messe est dite. C'est terminé pour José Evangelista. Mis en examen pour assassinat, l'élu municipal est placé en détention provisoire. Les enquêteurs ont leur coupable. Reste une énigme. Où est le corps de Jean-Luc? Et c'est à la faveur d'un incroyable concours de circonstances que son corps va être découvert. Le 30 juin 2014, un mois après la disparition du charpentier, les gendarmes espèrent trouver des réponses auprès de Fabienne. Et forcément, ils se rendent au domicile du couple Evangelista. Ils viennent apporter une convocation à Fabienne. Un des gendarmes reste à l'extérieur avec son chien. Il lui fait faire ses besoins. C'est un chien dressé pour retrouver les cadavres. Et l'animal est soudainement attiré par une odeur. Et là, le chien, il trace. Il s'engouffre dans un petit sous-bois. Et là, le chien marque l'arrêt à un endroit très précis dans la forêt. À 300 mètres du domicile du couple Evangelista. On voit un morceau de tissu au sol. Ce chien est en train de marquer un cadavre. Des fouilles sont organisées. Et là, enfoui à 70 cm de profondeur, l'énigme prend fin. C'est le corps, les restes de Jean-Luc Thiébaut. L'expertise du légiste permettra de mettre en évidence qu'il a été tué par balle et qu'il a reçu donc 2 balles, l'une dans la tête et l'autre qui va traverser le thorax de part en part, de droite à gauche. Immédiatement, les enquêteurs font un rapprochement. L'endroit où la victime a été enterrée n'est pas un hasard. On se trouve à environ 300 mètres du domicile des époux Marta Evangelista. Donc ça, c'est aussi une charge qui va être accablante pour lui. Les proches doivent se rendre à l'évidence. Non seulement José Evangelista aurait tué Jean-Luc Thiébaut, mais en plus,
il aurait tenté de les manipuler. Il nous a baladés pendant plus d'une dizaine de jours. Hein. Nous faire croire que mon père était vivant. Donc c'est extrêmement tordu. Oh, c'est ignoble. Alors, voici comment, selon les gendarmes, le mari bafoué aurait éliminé son rival de toujours. La Tour, le 27 mai 2014. Souvenez-vous, ce soir-là, Jean-Luc Thiébaut passe une soirée tranquille chez lui, et alors qu'il est au téléphone avec une proche, l'homme va être interrompu. Alors qu'ils étaient en train de discuter, à un moment, Jean-Luc lui a dit « Écoute, on sonne à la porte, je te laisse, j'ai de la visite. » Pour les gendarmes, c'est José qui va sonner au domicile de Jean-Luc Thiébaut. Par un stratagème que l'enquête n'a pas déterminé, José Evangelista aurait alors réussi à attirer Jean-Luc près d'une usine, à l'écart du village. Il a donné rendez-vous donc à Jean-Luc sur le parking. La zone d'ombre, c'est qu'est-ce qu'il lui invente ou qu'est-ce qu'il lui raconte pour le faire sortir de chez lui précipitamment à 20h30. Je pense que la seule chose qui puisse faire bouger Jean-Luc, c'est qu'on lui parle de Fabienne. Et ce qui lui dit que Fabienne a eu un accident. En tout cas, il a inventé quelque chose qui a fonctionné. Aussitôt, José Evangelista part en direction du parking de l'usine. Là encore, le lieu du rendez-vous qu'il a choisi ne serait pas anodin. Jean-Luc rencontre Fabienne pour la première fois sur ce parking. Donc, c'est un lieu symbolique. C'est un lieu que les deux connaissent. En plus, là-bas, il sait pertinemment qu'il n'y aura personne. Il laisse sa voiture dans le coin et il va sur le parking. C'est là qu'a eu lieu le meurtre de Jean-Luc Thiébaut. Quelques minutes plus tard, la berline du charpentier aurait fait son apparition. Jean-Luc Thiébaut ne le sait pas encore, mais il vient de tomber dans un piège qui va lui être fatal. Lorsqu'il arrive sur place, soit une première balle, puis une deuxième balle. Jean-Luc n'a même pas pu discuter puisqu'il s'est pris tout de suite 2 balles. L'explication a été courte. Le corps de Jean-Luc Thiébaut gît dans une mare de sang. Reste maintenant à faire disparaître son cadavre. Très vraisemblablement, José met le corps dans le coffre de la BMW de Jean-Luc. Prend la BMW, il y a le corps à l'intérieur. Et se rend à côté de chez lui, dans cette petite forêt, pour enterrer le corps à 300 mètres de son domicile. Et il s'en va avec le téléphone de Jean-Luc. Le lendemain matin, vers 5 heures, José serait parti à son travail, de l'autre côté de la frontière, en Suisse, avec la BMW de sa victime. Il abandonne la voiture à quelques centaines de mètres de son lieu de travail, en Suisse. Il a pensé naïvement qu'après avoir passé la frontière suisse, on va rien retrouver. Et ce ne serait pas sa seule erreur. José aurait ensuite envoyé aux proches de Jean-Luc des messages pour faire croire à un départ volontaire, des SMS qui vont causer sa perte. En voulant le faire vivre, en utilisant son téléphone, après l'avoir tué, ça a été la plus mauvaise idée qu'il ait trouvée. Parce que ça se retourne forcément contre lui. C'est la plus belle bêtise qu'il ait faite. Tribunal de Chambéry, le 6 février 2018, s'ouvre le second procès de José Evangelista. En effet, jugé 2 ans plus tôt, l'homme doit une nouvelle fois répondre de l'assassinat de Jean-Luc Thiébaut. Au premier procès, monsieur Marta Evangelista a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Mécontent de ce verdict, considérant que c'était une erreur judiciaire, il frappe d'appel cette décision. Et cette fois encore, José Evangelista clame qu'il n'a pas tué son rival. Lui, il dit qu'il est innocent. Mais c'est tout. Oui, je suis innocent, c'est pas moi qui l'ai tué. Voilà. Et pour sa défense, l'accusé dispose d'un atout dans sa manche. Car l'enquête aurait fait apparaître une zone d'ombre, l'arme du crime. Il a peut-être un mobile,
Mais il n'a pas d'arme. Comment José a trouvé une arme? Personne, aucun témoin ne dit il a cherché à acheter une arme ou il m'a posé des questions sur des armes. On l'a jamais trouvé. Des recherches Internet, par exemple, sur des armes ou essayant de s'en procurer. Il n'y a rien de tout cela. On est sur un scénario infaisable. À entendre le camp Evangelista, José aurait été la cible d'un véritable acharnement de la part des gendarmes, persuadés depuis le départ qu'il est le meurtrier. Ils avaient un coupable, comme on dit, le fameux coupable idéal, et ça n'a pas été plus loin. Il y a peut-être d'autres personnes qui en veulent à Jean-Luc. Seulement, quand on ne cherche pas, ben, automatiquement, on n'a qu'une seule personne, c'est José. Il est victime, c'est pas lui. On a monté cette affaire contre lui, on n'a pas bien fait l'enquête, on n'a pas fait tous les actes qu'il voulait. Il est dans la théorie du complot, c'est-à-dire qu'il dit que la voiture, évidemment, c'est quelqu'un de mal intentionné qui a été la mettre à dessein à côté de son travail, et le corps a été enterré à côté de sa maison pour le confondre définitivement. José Evangelista n'a pas dit son dernier mot. Contre toute attente, il explique connaître l'identité du meurtrier. Devant la cour médusée, il va alors pointer du doigt les proches de Jean-Luc Thiébaut. Il répond « Ah ben ça doit être sa belle famille ou son ex-femme. Ils ont pu prendre quelqu'un, payer quelqu'un et puis faire tuer Jean-Luc pour avoir son héritage. » Pardon? Mes bras ils sont tombés. J'ai dit « Non mais qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas honte, hein? C'est impressionnant, hein? Ils n'ont pas honte, hein? Et moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ils nous auront tout fait. À ce moment-là, c'est vrai qu'on a envie de sauter de son siège et puis de traverser la salle, de fendre la salle pour lui régler à son compte, hein, bien entendu. Il fait que mentir, hein. C'est mensonge sur mensonge. On vient nous salir, nous accuser. Et là, on se dit, mais dans quel monde on est, quoi? Enfin, il a peur de rien. C'était le pompon du pompon. Pour les jurés, salir la famille de la victime est grotesque. Tout comme les mensonges de Fabienne, l'épouse de José, qui persiste à nier toute relation avec la victime. On m'a traitée de menteuse, mais je confirme encore que je n'ai jamais eu de relation après le mariage avec Jean-Luc. J'aurais adoré entendre qu'elle l'aimait, parce qu'au moins Jean-Luc ne serait pas mort pour rien. Elle l'a enterré pour une seconde fois et elle a bien piétiné pour être sûre qu'il ne ressorte pas. Fabienne a beau défendre son mari, il existe bel et bien une preuve accablante contre José. On sait que c'est José qui avait le téléphone de Jean-Luc, donc il est où le complot, là? Le soir du 9 février 2018, après une semaine d'audience éprouvante, le verdict tombe implacable. En refusant de s'expliquer, José Evangelista s'est condamné lui-même une deuxième fois. Cette deuxième cour d'assises, cette cour d'assises d'appel, a sanctionné cette attitude en augmentant la peine de 3 ans, puisqu'il a été condamné en appel à 23 ans, alors qu'il avait pris 20 ans en première instance. Alors certes, on est content parce qu'il a été condamné. Il a pris quand même 3 ans de plus, 23 ans. Ce qui n'est pas cher payé non plus. 23 ans pour une vie, c'est un vrai gâchis. Un gâchis énorme. Malgré cette nouvelle condamnation, Fabienne Evangelista continue d'apporter un soutien indéfectible à son mari. Forcément, ça n'allait pas être facile pour Fabienne. Elle essaie de le protéger tant bien que mal, parce qu'elle a vraiment, je pense, mauvaise conscience de se dire que c'est peut-être à cause d'elle qu'on est là aujourd'hui, tous ensemble. J'ai 2 enfants, j'ai un travail. Il y a la famille de José qui compte sur moi. Et on va continuer le combat ensemble. Nos sentiments, l'un envers l'autre, n'ont jamais été effacés. C'est mon premier amour. Et quoi qu'il en soit, ça le restera.
José Evangelista a déposé un ultime recours auprès de la Cour de cassation. À l'heure actuelle, il reste toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.